Aujourd'hui, on a une image très dégradée de la fonction RH. Bon, il y a plein de raisons. C'est le dernier maillon de la chaîne. Ouais. Ils sont au bout de la chaîne de valeur. C'est ceux qui créent le lien entre l'entreprise et la société. C'est eux qui recrutent, c'est eux qui licencient. Mais quand je parle avec mes potes, un RH, ça vire, ça recrute. Et entre les deux, il se passe plus rien. Il y a un salarié sur deux qui est absent en moyenne par an, ce qui n'était pas le cas avant. Et les gens qui sont absents c'est du polyabsentéisme. Donc on est de plus en plus absent pour différentes raisons, principalement pour des raisons mentales. Donc ça tombe bien, ça tombe bien. Malheureusement, c'est la priorité nationale et la santé mentale et l'entreprise, la fonction RH, mais pas que, toute l'entreprise doit s'en saisir. Juste pour des raisons business. Le coût pour la société, c'est 3 500 € par an par salarié. C'est énorme. Salut Thomas. Salut Jérémy. Comment ça va? Super bien, il fait super beau, donc je suis très heureux. T'es venu en très vélo. heureux d'être là aussi. Moi aussi, t'es venu en vélo? Je suis venu en vélo de Nanterre. Ouais, je sais que t'es un aficionados c'est ça. Du vélo. Bienvenue, je suis super content que t'aies accepté de venir. On se connaît un petit peu maintenant, on s'est croisés quelques fois. Je te suis, je regarde ce que tu fais, je suis attentif à ce que tu proposes. Donc bienvenue dans ce podcast. Tu connais un peu le principe? Oui, un petit peu, mais peut-être que tu te le rappelles. Ouais, ça serait bien de me le rappeler, mais merci pour ton invitation, je suis ravi d'être là. J'espère que je dirai la même chose à la fin de notre échange. Est-ce que j'ai passé un bon moment ou pas? Tu vas passer un bon moment. C'est pour essayer de te contraindre à pas trop me buzzer. Non, je te buzzerai pas. Je te buzzerai que si ultime nécessité de buzzer. En plus, c'est un peu différent de la saison 1. La saison 1, c'était buzz si bullshit. C'est pas facile à faire. Si on doit rétrospectivement être un peu honnête, tu vois, être assis en face d'un DRH que t'as invité et de le couper au milieu de sa phrase en disant non, c'est un peu compliqué à faire. Donc on a fait une saison 2 qui est un peu différente, c'est avec des mots interdits. Donc t'as une liste de mots qui sont plutôt reliés généralement à tes écosystèmes et à ce que les environnements dans lesquels tu navigues, et si tu les dis, je te buzz. Et quand je te buzz, ça déclenche un petit jeu. Ok, super. Il y a rien de physique, il y a pas de déguisement, il y a pas de tout ça, ça sera des jeux plus autour de la parole, etc. Ok, on s'appelle Parlons RH, alors je vais essayer de répondre au petit jeu, puis j'espère que tu vas me buzzer justement, que je vais utiliser les mots interdits. Écoute, moi aussi, je te buzzerai même si je les utilise pas. Je peux te buzzer quand tu veux. Super. C'est le but du no bullshit. Généralement, les interlocuteurs pensent pas à le faire, parce que je pense qu'ils sont concentrés dans leur échange, etc. Tu me buzzes quand tu veux, tu me poses la question que tu veux, et j'y répondrai sans aucun bullshit. Super. Et si je bullshit, tu me rebuzzes. Okay. Jusqu'à ce que je bullshit plus, jusqu'à ce que mort s'en suive. Impec. Bon, on commence, nous, par présenter les invités. Donc, je vais pas faire une longue présentation, et je pense que dans la sphère RH, t'es plutôt connu. C'est marrant parce qu'un jour, j'ai vu un post de Alexiev, tu sais, il commence souvent ses posts en vous ne le connaissez pas, mais, et j'ai répondu, si, là, pour le coup, tout le monde le connaît. Non, je crois pas. Mais... Dans la sphère RH, si, je pense quand même que t'as une bonne aura, une bonne visibilité. Ça fait 13 ans, si je dis pas de bêtises, parlons RH. Mais les RH, ça fait plus de 20 ans. Même plus de 25. Plus de 25. Que t'as commencé par des postes t'as travaillé chez ADP GSI, si j'ai pas de bêtises. J'ai commencé en tant que stagiaire gestionnaire paye chez ADP GSI, tout à fait. Ok, donc la base de la base des ressources humaines pour évoluer petit à petit sur des fonctions plus stratégiques, même marketing, et arriver jusqu'à la création on dit un média quand on parle de Parlons RH? On dit c'est un média et une agence. On fait les deux. C'est vraiment notre particularité, c'est justement d'être à la fois un média et à la fois une agence. Ok, et donc là, t'as fêté tes 13 ans. Et là, on a fêté nos 13 ans, exactement. Joyeux anniversaire. Merci. T'es consultant, formateur, auteur, entrepreneur. T'es un homme orchestre, comme on aime appeler, qui analyse pour nous depuis 20 ans l'écosystème RH, mais plus globalement, les évolutions des modes de travail, les évolutions organisationnelles. C'est pour ça que je voulais que tu viennes aujourd'hui. On a eu que des DRH jusqu'à présent parce que c'est le but du podcast. Je voulais un œil externe. Je voulais peut-être pas de bullshit du tout. Et je voulais un œil avisé un peu différent de ceux qu'on a d'habitude. Donc c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. J'espère que je vais pas bullshiter, justement. Je croise les doigts, mais n'hésite pas à l'utiliser. Bon, déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Thomas? Parce que avec toutes ces casquettes dont on parle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais d'autre ou qu'est-ce que tu fais? Non, comment t'expliquerais, tu vois, si je devais moi j'ai des enfants, si je devais présenter ma fille de 4 ans, je disais, tiens, je te présente Thomas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Que j'accompagne des personnes à mieux communiquer. Ok, toute personne. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si je veux un peu, vulgariser, je suis obligé de restreindre le propos. Si on commence la notion d'entreprise pour un jeune est assez complexe, c'est un peu un monde totalement abscon. Donc j'évite de dire pour des gens dans l'entreprise. Et alors si on rentre dans la spécificité RH, là c'est encore plus compliqué, mais on peut dire j'accompagne les personnes qui ont en charge par exemple le recrutement, mais c'est très limitatif le recrutement. La RH c'est pas que le recrutement. Ça c'est un débat. Alors il y a la RH c'est pas que le recrutement, et pour certains le recrutement c'est pas de la RH. Oui, on pourrait en parler. On va, j'espère peut-être il y a pas de règle sur les questions. Comme j'expliquais à Nina, et Nina qui prépare nos podcasts me prépare généralement une vingtaine de questions. Il y en a 2 ou 3 qui ressortent parce qu'après il y a l'échange. Ouais. Non, mais bien sûr qu'on pourra parler de
de ces sujets. Et oui, notre métier chez Parlant RH, c'est d'accompagner les autres dans leur communication, que ça soit des acteurs, des prestataires RH, tous ceux qui veulent adresser les DRH, comme les DRH dans leurs problématiques d'attractivité, de fidélisation et d'engagement. Okay. Mais voilà, c'est déjà, on rentre déjà dans une forme de technicité et de jargon. Je suis pas loin du buzz là. Non, c'est pas du bullshit, c'est du jargon. Alors tiens, on reprend cette question. Recrutement versus RH, recrutement dans les RH, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, pour moi, le recrutement, c'est évidemment une des activités importantes de la fonction RH, même si ça a des spécificités. Mais si on part du principe que le recrutement n'est pas de la RH parce que sa culture, ses process, ses outils, sa finalité est différente, on pourrait dire la même chose, j'ai parlé de gestionnaire paye, mais de l'ensemble de l'activité paye et administration du personnel. On pourrait dire la même chose du développement des compétences et de la formation. Alors, la formation, c'est pas de la RH. On pourrait dire la même chose des relations sociales. En fait, si on prend tous les sujets de la fonction RH, ils sont tous différents. Ils ont tous des pratiques, une histoire, une culture, des systèmes, presque des systèmes de valeurs différents, mais des systèmes d'information aussi. En fait, ce qui les fédère, c'est l'objet de leur propre activité. C'est l'objet c'est leur finalité. Ça reste l'humain. Donc, évidemment que le recrutement fait partie de la fonction RH. Je lui enlève aucune spécificité ou singularité en disant ça. Ouais, parce qu'il y en a qui vont dire que le RH, les recrutements, si tu formes bien tes managers, ça peut être attaché facilement au business et voire être plus efficace et que t'as pas nécessairement besoin d'avoir ça imbriqué dans une direction RH, quoi. Je pense qu'il y a une technicité très forte au recrutement, que c'est un vrai métier et c'est pas parce que c'est aussi du rôle du manager que ce n'est pas un métier. Parce que la formation, c'est aussi du rôle des managers, l'évaluation des compétences ou l'évaluation de la performance, c'est aussi du rôle des managers et pourtant la technicité d'entretien est un métier RH. Donc c'est pas parce que la RH se partage avec d'autres, notamment les managers, que elle ne doit pas en avoir le ownership, la propriété ou le leadership. Et c'est pas ça qui dévalorise parfois la fonction RH, tu vois, qu'elle soit tellement au service de tous les autres services ou des autres interlocuteurs qu'on la voit plus comme une fonction technique, qu'on la voit pas comme une fonction centrale, mais qu'on la voit comme une fonction un peu démultipliée dans toute la boîte. Alors, je pense qu'il y a un devoir de pédagogie des professionnels RH qui a fait défaut sur quelle est la finalité ou quelle est la promesse, la proposition de valeur de la fonction RH et quels sont ses partenaires. La fonction RH doit être le partenaire de confiance de l'entreprise, mais elle s'appuie sur des partenaires. Elle a, à mon avis, un peu trop oublié que c'était une fonction transitive, indirecte par nature, c'est-à-dire que c'est une fonction partagée. Il y a un ouvrage qu'elle a sorti il y a bien longtemps de Jean-Marie Peretti qui s'appelait Tous des RH, qui justement tentait d'expliquer cela, le fait que la fonction RH est une fonction qu'on partage avec d'autres et notamment avec l'ensemble du management. Mais c'est pas parce que tout le monde concourt à la fonction RH, comme tout le monde concourt à la communication par exemple dans l'entreprise, qu'il n'y a pas besoin de spécificité, encore une fois, d'outils, de culture, de process qui lui sont dédiés et justement d'amélioration de l'ensemble de ce cœur de métier. Donc on ne s'affiche pas suffisamment, je m'associe évidemment aux professionnels RH, j'aime les professionnels RH, sinon je ne ferais pas ce métier depuis presque 30 ans. On ne s'affiche pas assez ou suffisamment tel qu'on est. C'est ça le plus gros défaut des RH pour toi ? Oui. C'est un peu général comme question, tu vois. Non, mais je pense que aujourd'hui on a une image très dégradée de la fonction RH au niveau sociétal. C'est-à-dire que la représentation de la fonction RH est très négative. Le DRH est souvent un salaud, un idiot, mais c'est rarement un héros. Ce qui me semble extrêmement injuste et faux. Il n'y a pas plus de cons au sein de la DRH qu'au sein de la DAF ou de la direction marketing, ni plus de salauds. Je dirais même, pour les connaître un peu, c'est un petit peu tout l'inverse. En revanche, ils ont cette image-là. Donc, on peut se poser la question de pourquoi ils ont cette image-là. Il y a plein de raisons. C'est que c'est eux qui portent un peu, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ils sont au bout de la chaîne de valeur. C'est ceux qui créent le lien entre l'entreprise et la société. C'est eux qui recrutent, c'est eux qui licencient, pour le dire de façon très simple. Du coup, c'est la principale image qu'on garde quand on n'est pas, tu vois, quand je parle avec mes potes. Et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast un petit peu. C'est ce que je le disais en intro. Mais quand je parle avec mes potes, un RH, ça vire, ça recrute. Et entre les deux, il se passe plus rien. Alors, en fait, il y a des enquêtes qui posent un certain nombre de questions justement aux salariés. Une enquête dite d'Opinionway, alors qui date un peu, mais je trouve que les résultats sont assez intéressants. C'est poser la question: quelle est pour vous la principale mission de la fonction RH ? Je n'ai jamais trouvé une personne qui a trouvé la bonne réponse à cela. C'est la réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort dans l'enquête ? Quelle est la principale mission de la fonction RH ? Toi, tu viens de l'évoquer, le recrutement ou le licenciement. C'est pas ça qui ressort de l'enquête. C'est à 28%, c'est ne sait pas. Ah, c'est fou, ça. Donc, c'est-à-dire que la majorité des salariés, c'est pas la majorité, mais la principale réponse, c'est ça. C'est, je ne sais pas, quelle est la principale mission de la fonction RH. Et in fine, je reviens à mon propos tout à l'heure, c'est quelle est la promesse unanimement partagée, même inconsciente, même intuitive de la fonction RH. Quand on va voir un DAF, on sait ce qu'il fait.
c'est l'homme du chiffre. Oui. Quand on va voir un directeur Dirco. commercial, on va faire là pareil, on sait ce qu'il fait, le directeur juridique. OK, le DRH, c'est quoi sa mission? Et d'un DRH à l'autre, on va avoir une mission intuitive qui va être différente. On va avoir une perception différente. Donc on va juger la performance de sa contribution en fait avec son propre filtre, pas un filtre intuitif. Le directeur commercial, est-ce qu'il vend? Oui, non. Combien il est à l'objectif? Ouais. Oui, non. Pareil pour le DAF, est-ce que les chiffres sont justes, sont conformes ou pas? Et quid de l'évaluation de la performance collective du DRH. Mais par les DRH eux-mêmes, c'est intéressant. C'est intéressant de poser aussi la question à chaque DRH, et à chaque, là on parle des DRH, mais on peut parler des professionnels RH, quelle est cette espèce de promesse qu'on peut faire à tout à chacun. Si cette promesse n'est pas claire, il est normal que tout le monde s'en accapare un petit peu différemment, et en fait, il nous faut un bouc émissaire. Qui est responsable? Le responsable, voilà, tout simplement, du chômage. Le DRH. C'est évidemment pas lui qui est en cause dans les problématiques d'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Alors c'est le DRH et France Travail, les deux responsables. Toi, le point que tu dis, on sait pas sur quoi évaluer un DRH, on sait pas définir collectivement la mission d'un DRH, tu vois, un DRH, il est là pourquoi dans une entreprise, mais ça c'est de la faute à qui, tu vois, c'est de la faute comment on règle ça, c'est de la faute à qui Alors ça peut être de la faute de plein d'acteurs différents. Le CEO peut-être il peut lui d'abord d'un point de vue microéconomique, parce que souvent on n'aime pas la fonction RH, c'est-à-dire la représentation qu'on en fait, mais son DRH ou son professionnel RH de proximité, celui-là on l'aime bien. Donc la première action d'un point de vue microéconomique, pas macroéconomique et sociétal, la première action c'est d'abord de bien clarifier la mission du DRH, mais aussi du DRH, et moi mon propos c'est qui aime bien châtie bien, c'est je renvoie cette problématique d'image auprès des professionnels RH et dire avez-vous communiqué sur vos enjeux, sur vos contraintes budgétaires, vos contraintes humaines, de ressources, vos contraintes juridiques, on ne peut pas tout faire. Est-ce que vous avez bien fait la pédagogie de votre mission, de vos activités, des difficultés que vous rencontrez? Et souvent, le professionnel RH, il aime pas être dans la lumière. Il aime pas communiquer, et il aime encore moins communiquer sur lui-même. Moi, j'invite les DRH à être égoïstes, c'est-à-dire à s'occuper d'eux, un petit peu plus d'eux que des autres, mais justement pour mieux remplir leur mission et adresser cette problématique d'image. Parce qu'on pourrait se dire aussi, c'est pas grave de pas être les plus aimés du monde. On choisit pas un métier uniquement pour être aimé par la terre entière. Ce qui est important, c'est d'abord de s'aimer soi-même et d'être content ou satisfait, épanoui dans ce qu'on fait. T'as besoin de reconnaissance, forcément, tu vois. Oui, t'as beau t'aimer toi-même, si toute la journée, on pense que t'es une fonction... On peut aller chercher des éléments de reconnaissance un petit peu ailleurs. Ouais. En revanche, je crois qu'on ne peut pas remplir notre mission RH si justement on n'adresse pas cette problématique d'image. J'assistais à un espèce de grand raout là dans une grande entreprise où on met tous les salariés dans une très grande salle, tout le monde parle, le dirigeant prend la parole, le projet, tout le monde super, et tout d'un coup quelqu'un prend la parole sur l'estrade et autour de moi je vois bien que ça bourrisse et on dit c'est qui lui? Et il disait tous ensemble l'enjeu de l'entreprise, il nous parlait beaucoup d'engagement. Et en fait oui, c'était le DRH. Donc là c'est même pas une problématique d'image, c'est une problématique de notoriété. Mais donc il faut adresser évidemment cette problématique là. J'entends que c'est pas simple et que je ne fais en disant ça que rajouter à l'injonction globale. Après, il y a les cursus RH pour répondre à ta question. Le CEO, la fonction RH elle-même et ceux qui portent la fonction ont une part de responsabilité et une part d'action, une opportunité à agir. Après, les cursus RH ont du mal à s'adapter à ce qui conviendrait aujourd'hui. Et puis après, l'ensemble des organismes qui représentent la fonction, je trouve, pourraient parfois mieux défendre d'un point de vue corporatiste la fonction. Et tu penses parce que j'en parlais avec des potes qui me disaient moi j'ai un DRH, il est pas charismatique. Et je lui dis, mais t'en fous que c'est pas ça le but d'un DRH qui soit charismatique. Il me dit, si, il doit être là, il doit engager, s'il doit apporter de la culture, etc. Est-ce que pourtant un DRH ou une DRH doit être charismatique? Mais moi, je les trouve charismatiques. Pas tous, mais je trouve pas plus de DRH moins charismatiques au sein de la fonction RH. Non, c'est pas ce que je dis. Je demande juste, est-ce que tu penses qu'on doit forcément l'être pour être un bon DRH? Non, je crois pas. En tout cas, savoir bien communiquer n'est pas forcément lié au charisme. Non, ça je suis d'accord avec toi. Pour embarquer les équipes, mais non, il n'y a pas la nécessité de cocher cette case-là. Ouais. Je crois pas. Je comprends. Ok, donc nécessité de... Je suis pas buzzé pour l'instant, je suis content. Non, allez. Voilà. Ah non, mais je voulais pas forcément Si, tu voulais, si tu demandes. Bon, en plus, t'as dit des mots. T'as dit... j'ai dit des mots. Ouais, j'ai vu entreprise, conviction... j'ai pas le droit de parler entreprise. Le mot entreprise, il est interdit. Non, il est plus interdit parce que tu l'as dit, mais c'était juste comme ça, on était sûr de te buzzer, quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Tu vois. Non, mais t'en as deux. Si j'arrive à te les faire placer, c'est peut-être un buzz qui compte double.
Bon, j'ai un petit jeu. Tu préfères le jeu tu préfères ou pour ou contre? Tu préfères ou tu préfères pour ou contre, ouais. Tu préfères virer quelqu'un en visio ou annoncer une non-augmentation en face à face? Oh, une non-augmentation en face à face, sans aucune hésitation. Ouais, je suis d'accord, elle est un peu facile celle-là. Ouais. Tu préfères recruter quelqu'un d'ultra compétent mais insupportable ou moyen mais adoré par l'équipe? Je pense qu'il faudrait la première option et mon tempérament me penche plutôt pour la deuxième. Tu penses que la bonne réponse, entre guillemets, c'est de dire, je veux quelqu'un de hyper compétent et puis tant pis. Ça peut mettre en péril l'équilibre. En fait, ça dépend de la structure. Je parle juste pour parler en RH. Là, en tant que dirigeant, on a un collectif, on a une espèce de maillage très fort. On a beaucoup, c'est une somme d'individus. On est 20 collaborateurs et chacun est différent. Et donc, le fait que ce puzzle se tienne bien est extrêmement important. Donc, je préfère quelqu'un qui a un très bon savoir-être et qui va peut-être pas produire les résultats escomptés, mais il apportera sa petite pierre à l'édifice. Ok. Tu préfères un budget illimité pour le recrutement ou un budget illimité pour la formation? Pour la formation. Pourquoi? Parce que si on forme bien les gens, on n'a pas besoin de les recruter. Ok. Tu préfères un travail que t'adores mais mal payé ou un job que tu détestes mais avec un revenu énorme? Mais je reviens parce que j'étais toujours encore sur la formation. Ouais. Moi, je crois que le meilleur levier d'amélioration de l'efficacité du recrutement, c'est la fidélisation. Et une partie de la fidélisation. C'est une pensée de fond que t'as. Oui. T'as beaucoup communiqué autour. Et une partie de la fidélisation peut venir, pas que, mais peut venir de la formation. Il peut venir de quoi d'autre? De la motivation qui ne vient pas que par la formation, de la reconnaissance, t'en parlais, du projet d'entreprise, du management. En fait, il y a plein d'axes différents qu'on peut mettre en œuvre. Tu vois, ça me fait penser à un truc. Je me dis que dans ta situation, quand t'es CEO de Parlons RH, que t'interviens autant autour de ces sujets, tu vois, d'engagement, de fidélisation, etc. T'as droit à l'erreur, tu vois, toi, en tant que en interne. J'en fais plein. Ouais, non, mais tu vois, je me dis, ça va être hyper compliqué de jongler et de te dire, attends, j'en parle tellement que j'ai pas le droit de me tromper. Alors, je vais me tromper comme tout le monde, tu vois, mais tu sens que t'es plus attendu en interne sur des sujets comme ça. Oui, et je suis peut-être plus attendu aussi par moi-même. Ça m'a posé beaucoup de problèmes dans les 5 premières années. Ouais. De prôner un discours qu'on n'arrivait pas à exactement mettre en œuvre en interne. Et donc d'être en dissonance cognitive, c'est-à-dire vraiment de pouvoir dire presque sur le marché, parce qu'il y a un peu dans mon propos, il y a qu'à, faut que, bougez-vous, bande de DRH, etc. Ouais. Il y a un petit peu de cela, et en même temps en interne, d'être en défaut par rapport à nos propres recommandations. Donc ça c'est compliqué. Maintenant, on s'est beaucoup corrigé, il y a plein de trucs qu'on fait très bien, mais par exemple, il y a des choses qu'on fait très mal, par exemple la formation. Toi, ton propos, c'est de dire ce qu'il faudrait faire, entre guillemets. Ça veut pas dire que ta conviction profonde est celle-ci. Ou si, toi, tout ce que tu dis, c'est de la conviction profonde. C'est pas que du retour de marché, de j'ai entendu que, etc. C'est les deux, en fait. Ma conviction est assise et étayée par ce que j'entends du marché, ce que je lis, ce que j'analyse, nos échanges, nos discussions, mes propres réflexions, mes lectures, etc. Donc, chez Parlons RH, on fait ce que on propose. On a cette proposition de valeur-là parce qu'on a ces convictions-là. Et c'est pas l'inverse. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, c'est les convictions qui drainent notre prestation. Ok. Non, mais je me faisais cette réflexion parce que nous, ça nous arrive sur des sujets de recrutement quand on conseille nos clients, tu vois, de suivre tel process, scorecard, machin, et que tu sais que parfois, toi, en interne, t'as une urgence, donc tu le fais pas exactement de la même manière, etc. Est-ce que tu prônes, est-ce que tu vends très fortement? Parfois, tu l'appliques pas toujours en interne, tu vois. Ah non, mais il y a des fois, plein de fois. Mais il y a des fois où on n'applique pas ce qu'on prône à l'externe parce que. Et ça se retrouve dans les équipes RH, ça. Parce que ça se retrouve beaucoup dans les équipes RH de monter énormément de choses pour les équipes sales, pour les équipes produits, pour les équipes tech, de passer énormément de temps. Mais dès que il s'agit de prendre soin de ta fonction RH, de tes équipes. J'ai pas trouvé la stat encore, mais je serais curieux de connaître le nombre de responsables QVT qui sont en burn-out. Ouais. Et ça, tout à l'heure, je parlais d'être plus égoïste. Ouais. Quand le médecin est malade, comment fait-on? Et donc là, il y a la nécessité pour les professionnels RH d'être beaucoup plus dans la prévention en termes de santé mentale ou de santé tout court, dans la prévention pour leurs propres équipes et pour eux-mêmes, et dans la curation aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ne s'occupent pas assez d'eux-mêmes. Mais comment il fait le DRH pour s'occuper de lui? Il devrait mettre en place un certain nombre de process, et le DG, bien évidemment, devrait aussi s'occuper de lui. Lui, de ses équipes, oui. Ouais, ok. Est-ce que le DRH, c'est toujours le parent pauvre d'un comex, tu vois, ou est-ce que tu penses que c'est un peu dur? J'ai répondu à un post ce matin sur LinkedIn qui est, en fait, le comex. Moi, j'ai fini mon cursus universitaire en 97, en tout cas sur la partie RH, où il y avait déjà cette question qui était de dire l'appartenance au comex. Ah là là, est-ce que le fait d'être
d'être stratégique, il faut qu'on soit en COMEX, etc. Et en fait, on continue X années après, plus de 25 ans après, à se poser la question. Moi, je crois que ce qui compte, c'est la nature de la place, pas avoir une place. C'est plus ça qui m'intéresse. Oui, et je crois qu'une grande partie, malheureusement, des DRH qui sont en COMEX sont encore trop souvent assis sur un strapontin. Or que pourtant, c'est eux qui ont en main les clés du business et de la stratégie. Essayer une entreprise sans personne, sans femmes et hommes qui composent l'entreprise, c'est mort. Aujourd'hui, on est dans une tertiarisation accrue de l'économie. Qu'est-ce qui fait la différence d'une entreprise par rapport à l'autre dans une économie tertiaire? Ce sont les femmes et les hommes donc qui composent l'entreprise, de leur capacité à avoir envie, à prendre des initiatives, à être dans l'innovation, dépend le devenir de nos organisations. Le DRH, c'est vraiment le bras droit du DG. Or, pourtant, quand on adresse les sujets RH, j'ai le sentiment que, il parle souvent en dernier, mais surtout que tout le monde parle de ces sujets. Tout le monde a un avis. Comme si on avait la conscience un peu intuitive, technique de ses propres sujets. Moi, je crois qu'il faut renverser la table, si je puis dire, prendre le pouvoir et pas attendre qu'on nous le donne pour être le premier à parler. Et oui, le DRH doit parler sur tous les autres sujets. Et les autres peuvent parler évidemment dans un échange constructif sur la fonction. Est-ce que tous les DRH sont capables? Non, certainement pas. Évidemment que non. Enfin, mec, ils sont bêtes, tu vois, mais tu peux vas-y. Non, mais est-ce que devrait être capable? Tu vois, est-ce qu'on devrait former, je sais pas si on forme, mais on devrait obliger un DRH aujourd'hui à comprendre le business dans lequel il évolue, tu vois, être capable de parler avec le head of sales, de parler avec le DAF et au même niveau, quoi. Je crois pas qu'on puisse l'obliger, mais je pense en revanche que c'est une compétence indispensable. En 2025, on doit pas être business partner. On doit être dans le business. On doit être business driver, business player, peu importe, business developer. De plus en plus de DRH parlent business. Et appréhendent bien leur business. Donc, tant mieux. On est plus sur une problématique de temporalité. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça va pas assez vite. Voilà. T'étais sur les préférences. T'étais sur les préférences. Je t'ai coupé en plein milieu. Non, j'en ai plein. Donc, j'ai plein de trucs de rebond. Je te laisse continuer sur ça. Ce qui va pas assez vite, c'est la transformation de la fonction RH. Okay. En fait, pour moi, la fonction RH, elle doit faire écho au monde. Elle doit faire écho à la société contemporaine. Elle doit faire écho et répondre aux attentes des parties prenantes. Elle doit reconnecter l'entreprise à la société. Parce que être une entreprise, avoir une démarche entrepreneuriale, c'est faire société. C'est le rôle du DRH que de faire cette reconnexion. Or, aujourd'hui, la fonction RH et les parties prenantes, et plus largement l'entreprise, se déconnectent de la société. Il y a une forme de désamour qui s'accroît. Avec une forme de polarisation, des crispations supplémentaires. Alors, c'est pas vrai dans tous les secteurs, mais c'est globalement vrai dans toutes les études et les statistiques sur le sujet. Il y a cette déconnexion qui se crée. Je crois qu'on était sur des cycles longs d'entreprise où on avait la capacité de s'adapter. On prenait le temps, en fait. L'entreprise drivait la société. Or que là, c'est la société qui drive l'entreprise. Et les cycles se sont raccourcis. Donc, il faut vite s'adapter. Le digital, maintenant l'IA, les nouvelles attentes des collaborateurs, la crise Covid, je les mets tous un peu pas dans le bon sens. La crise énergétique, les problèmes d'inflation. Et en fait, l'entreprise, elle a du mal à réagir. Elle a du mal à s'adapter. Et la fonction RH, elle a encore du mal à s'adapter. Je viens d'évoquer le digital. La grande majorité des professionnels RH sont sous-équipés en digital. Et on est déjà à l'heure de l'IA. Alors peut-être que l'IA va justement permettre de raccrocher les wagons et de prendre un petit peu de rattraper, si je puis dire, notre retard. Ou pas, on verra. Mais le temps n'est plus le même. La fonction RH a souvent été aussi sur du temps long, moins sur du temps court. Même si on la somme d'injonctions contradictoires, il faut faire ça vite pour demain et n'oublie pas les valeurs pour après-demain. C'est un gestionnaire de paradoxes. Voilà. Mais le temps se raccourcit. Et le temps va plus vite et l'entreprise a du mal à s'adapter et la fonction RH avec elle aussi. Donc je crois que notre principal problème, c'est de la temporalité. Sur le digital, l'équipement commence à être là, mais c'est pas fini. Ouais, et puis tu vois toutes les levées de fonds qui se font, les rachats de boîtes, il y a une très grosse partie dans la HR Tech et quand tu vas voir aux États-Unis l'émergence forte de la HR Tech, tu te dis qu'il forcément on va finir par être hyper équipé. Enfin, il y a tellement de produits aujourd'hui qui existent sur le marché, c'est qu'on estime qu'il y a une cible ou ça veut dire que tout le monde fait fausse route. Moi, je pense que c'est un marché d'offres et pas un marché de demande. C'est-à-dire que les DRH ne demandent rien. Ouais. Et qu'on arrive avec une... Mais par contre, c'est le marché qui offre beaucoup. Ouais, marché d'offres. Ouais. Sauf que si on prend la QVCT, par exemple, mais on peut prendre d'autres sujets. Il y a pléthore d'offreurs. Est-ce que le marché s'accroît? Alors oui, il est tout petit et il s'accroît, il prend 20% par an. Mais ça n'empêche qu'il n'est pas en capacité économiquement d'absorber ou de monétiser, de rendre économiquement accessible ou viable plutôt ou durable les startups ou l'ensemble des entreprises sur ce marché-là. Et donc il y a quand même une forme de darwinisme un peu particulier où il y a beaucoup d'entreprises
entreprises qui évangélisent. Et il y en a beaucoup qui meurent, qui se rapprochent, qui se concentrent, qui fusionnent, parce que le marché est peu présent. Le marché des enquêtes collaborateurs, c'est très réducteur encore une fois, mais on voit que Blooming a été racheté par ZestMeUp. La semaine dernière, ZestMeUp se rapproche de Supermood. L'étape d'après, on ne sait pas ce que ça peut être, mais il y a un phénomène de concentration, bien sûr. parce que le marché est pas toujours... les armes montent pas jusqu'au ciel. Il y a peu de demandes. Il y a une demande très progressive, assez lente. Ouais, c'est intéressant. Oui, j'ai des exemples de boîtes confirmées récemment ou des marchés mal adressés. Je continue? Mais bien sûr. Tu préfères avoir une équipe 100% remote ou 100% bureau? Moi, je préfère 100% bureau. Et moi, aujourd'hui, elle est à 80% remote. Toi, t'es 80% remote aujourd'hui? Ouais. Mais ça me pose aucun problème. Tu l'organises comment, ton remote? Un jour par semaine. Chaque équipe vient un jour par semaine. Ok. Et il y a une journée dans le mois où toutes les équipes sont réunies. Okay. Moi, je dis toutes les équipes comme si on était 3000. 12 000. Worldwide, Thomas Chardin, LTD. Ouais, les petites derrière, tu préfères gérer un PEC ou participer à une grève générale des RH? La grève générale des RH, ouais. ça me ferait plaisir. Ça prendrait quelle forme, tu crois? Ça aurait de la gueule. Ça doit être des professionnels. Je suis le premier à faire une banderole. Une grève générale entre République et Bastille des DRH. Nous, DRH. On n'a pas de mentor. Ouais, ou je sais pas, il faudrait trouver une accroche, mais il y en aurait plein. Comment t'expliques que tous les DRH, à un moment donné, ils veulent devenir coach à leur compte? Je pense qu'il y a un peu une crise des vocations. Je l'expliquais, c'est-à-dire qu'une image dégradée, on a le sentiment de pas avoir les moyens de remplir notre mission, la mission qu'on s'octroie. Ouais. Et donc il y a un moment, cette pression fait qu'on a envie de passer à autre chose et de rester probablement dans le meilleur. Je suis en train d'essayer de trouver un jeu de mots sur DRH, mais dans le meilleur R, c'est-à-dire le R, c'est pas celui du risque de DRH, c'est pas celui de la ressource, mais c'est celui de la relation. Donc coach est bien dans cette logique de relationnel. Est-ce qu'on peut dire factuellement aussi qu'à partir de 50, 55 ans, il y a X pourcentage de DRH qui deviennent coach parce qu'ils trouvent plus de travail et que c'est la seule voie parce qu'ils sont pas assez intéressés au business, parce que tu vois, et qu'ils n'arrivent pas à se revendre autrement que... Non, je crois pas. Je crois que c'est pas une problématique d'âge exclusivement. Je pense que je rencontre aussi beaucoup de moins seniors qui se posent la question de quitter la fonction, mais elles ont chevillé au corps une espèce de vocation, c'est un sacerdoce. Elles ont beaucoup de mal à quitter. Alors certaines restent dans cette forme de proximité, mais il y en a qui veulent devenir naturopathe. Mais naturopathe, on est aussi dans le bien-être, etc. Bien sûr. Donc moi, j'entends beaucoup de naturopathes. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'entends plus de naturopathe que de coach, mais moi, je vois beaucoup de coach. Les deux. On peut être coach en naturopathie, peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est plutôt transgénérationnel. Après, c'est normal que en France, en fin de carrière, on puisse avoir comme ça une petite phase transitoire. Mais c'est vraiment des vies pour tous les métiers. Directeur marketing, on passe freelance, et consultant, pareil. Peut-être on qualifie pas de coach, mais ouais, c'est vrai. Et tu vois, on parle de cette transversalité de métier, mais je vois plus d'anciens, je sais pas, head of sales, CFO, ce que tu veux, devenir DRH que l'inverse. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a une technicité qui est plus, encore une fois, on en revient, tu vois, aux hard skills, qui est plus simple à acquérir quand tu vas vers les RH parce que t'as fait un peu de formation, t'as fait un peu de recrutement, tu t'es un peu intéressé au développement des personnes, etc. Qu'est-ce qui l'explique, tu vois, que ça se fasse plus dans un sens que dans l'autre, selon toi? Pour la raison que tu viens d'évoquer, à mon avis, c'est-à-dire qu'on peut préjuger que à un niveau de direction, la technicité et les hard skills requises sont moins importantes que les soft skills. Et le fait de pouvoir mettre une petite dose business dans la RH, de com ou de DAF, ça peut être particulièrement intéressant. Ça permet de s'acculturer à ces sujets. Donc, je pense que en tant que DG, ça peut être intéressant effectivement d'avoir un DRH ancien DAF ou un DRH ancien directeur commercial. Et c'est vrai que le move inverse est plus rare, me semble-t-il. J'ai pas vu. J'ai vu sur des rôles de VP RH devenir deputy CEO, enfin CEO, etc. Ça, oui, mais pas sur des niveaux plus bas en tout cas. Non. Bon, j'en ai pas en tête. T'en as pas en tête? Bon, je te pose un petit dernier. Tu préfères faire une politique RSE bullshit mais shiny sur LinkedIn ou une politique hyper bien ficelée mais que personne ne lit en interne? Je suis plutôt de la deuxième point. J'ai posé cette question volontairement parce que je voulais t'amener sur un sujet. Ouais. On a discuté un peu en off et on s'est arrêté en se disant non, ça faut qu'on en parle devant le micro. Des DRH influents. Ouais. Oui, vas-y. Non, pardon. En plus, il y a un classement. Alors, quand la vidéo sortira, il y en a pas qu'un des classements. Mais là, il y en a un qui vient de sortir, qui est Fave Vicon, je crois que c'est quoi un DRH influent? Enfin, pourquoi on voit plein de DRH influents aujourd'hui alors qu'il y en avait pas il y a encore X années? Enfin, qu'est-ce qui explique ça, tu vois? Il y a le développement des réseaux sociaux. Oui. Et donc, ce qu'on qualifie d'influent,
c'est celui qui a la plus grande communauté. Alors après, parfois il y a des classements qui prennent en compte le nombre de postes, la fréquence des postes, le niveau d'engagement, le nombre d'interactions, la croissance de la communauté. C'est-à-dire que tu peux avoir une faible communauté, mais si elle accrue dans un délai assez court, tu peux être classé comme influent. Donc il y a plein de manières de classer l'influence. Parfois l'influence, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est ça ma question. Tu vois, est-ce qu'il faut être visible pour être influent? Est-ce que toi, les DRH les plus influents que tu connais sont visibles? Alors peut-être que je les connais parce qu'ils ont été visibles, justement. Mais je sais pas trop ce que c'est que l'influence. Enfin, l'influence sur les réseaux sociaux, ça me semble un peu bullshit, tiens. Ouais. Voilà, ça me semble un peu bullshit. C'est pas, ça me semble un peu. Je pense que c'est bullshit. Voilà. Ok. Donc il y a plein de classements qui sortent. Entre nous, je suis très content quand je suis dans ces classements. Enfin très content. Ouais, je dis ouais, cool. Voilà. C'est la reconnaissance dont on parlait tout à l'heure. Cool. Ou pas? Non. La reconnaissance, elle est. Enfin. Encore une fois, je suis pas. J'essaie d'être le plus objectif possible. Je dis pas j'en ai rien à foutre. C'est pas vrai. J'en ai pas rien à foutre. Ouais. Je suis content d'être dans des classements. Après, quand on regarde les fondements scientifiques de ces classements, ils sont inexistants le plus souvent. Donc, je me dis c'est cool, mais voilà, on passe à autre chose. Ouais. Non, la reconnaissance. J'espère que la reconnaissance professionnelle, je l'attire par d'autres. C'est dur quand on est CEO, moi je trouve, d'avoir de la reconnaissance au-delà de j'ai réussi mon business. Tu vois, au-delà de j'arrive à vendre mes produits. J'arrive à faire un beau recrutement, tu vois, d'avoir de la reconnaissance autrement, je sais pas, de tes pairs, de ci, de ça, toi t'y arrives? Alors j'y arrive, je recherche je la recherche pas explicitement, la reconnaissance, mais j'y arrive, je sais j'ai ce qu'il me faut en fait, moi tu te poses pas la question peut-être? Non, je me pose pas la question. En fait, je me suis plusieurs fois posé la question de qu'est-ce qui me fait plaisir. Voilà. Et parfois, j'ai des plaisirs tout con, voilà, de faire un bon fichier Excel qui marche bien. ça me fait plaisir. Avoir une bonne idée, ça me fait plaisir. Je tire beaucoup de satisfaction de choses très simples. Voilà, mes plus grandes satisfactions, c'est, je suis parlant RH, il y a 3 étages. Je suis au 2e étage et quand j'entends rire l'équipe qui est un peu dans un open space, satisfaction. C'est ma plus grande, c'est mon plus grand plaisir. Ouais. Donc je suis pas forcément, c'est pas direct, c'est pas grâce à moi du tout, hein. C'est pas voilà. Bon, mais c'est pas grâce à toi, mais c'est impulsé. C'est ma satisfaction, c'est celle-là. Ouais. Voilà. Quand un membre de l'équipe reçoit une félicitation d'un client, une reconnaissance qui est pas une reconnaissance attendue, c'est une reconnaissance, une forme de proactivité d'un client. Moi, je suis super content. Ouais. Pourtant, il reconnaît pas. Moi, j'y ai pas contribué particulièrement. Donc voilà. Comment va évoluer alors parce que le marché, on a le cahier des tendances RH. Petit peu de promo, ça me fait plaisir. Magnifique, merci. Qui est juste là. Par rapport à ces tendances, toi, comment va évoluer ton activité, tu vois? J'imagine que le Parlons RH il y a 13 ans, c'est pas le Parlons RH de aujourd'hui. Comment ça va continuer à évoluer? Comment tu fais pour t'adapter, toi, à ce marché qui est un peu changeant, qui est en transformation un peu constante? Est-ce que tes offres restent les mêmes, pas les mêmes? Comment t'évolues? Déjà, on se développe sur nos fondamentaux. Donc, le média va continuer à se développer et essayer de répondre à toutes les tendances médiatiques. Donc, chaque année, on essaie de développer de nouvelles offres, de nouvelles propositions. Tu viens de parler du cahier tendance. Cette année, on prépare un dossier tendance, ce qui sera un petit peu différent avec des guest speakers, des gens qui sont extérieurs à la fonction RH pour nous donner un regard sur la fonction RH. Quand je dis on prépare donc le cahier de tendance, le dossier tendance 2026 déjà. Okay. On a lancé aussi un événement qui s'appelle HR Technology France avec notre partenaire Closer Steel Media. Donc là aussi, on est en... J'y étais. Ah, c'était bien ou pas? Bah ouais, c'était top. Mais moi je suis timide, j'ai vachement de mal à aller dans des événements où il y a du monde et tout. Ouais. C'est dur pour moi parce que on vient me parler, etc. Et parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie. Donc je suis pas bonne cible. Non, en tout cas, nous, tous ceux qui ont participé, nous ont fait des retours super sympas. Ouais, Nina a passé la journée là-bas et m'a dit que c'était top. On avait 14 000 participants, donc c'était vraiment un bel événement. Donc ça, c'est un autre axe de développement. On peut lancer des événements plus modestes, en fait. Donc voilà, on va lancer des événements plus modestes. On va continuer à se développer sur la partie média, notamment la partie audiovisuelle. Là, on fait un podcast qui est filmé. On va continuer à développer. On a 2 podcasts, qui s'appellent Bougeons les lignes, l'autre Passion DRH. On va continuer à les développer. Donc, il y a un axe média et essayer d'être toujours un peu dans la tendance de ce qui se fait. C'est très difficile en fait de surfer sur les tendances sans tomber dans l'écume des choses. Donc on essaie d'être impertinent tout en étant pertinent.
Mais voilà, il faut pas lancer des trucs qui au bout de 3 mois vont s'arrêter parce qu'on est encore passé à un autre concept. Ce qu'on a beaucoup vu dans les RH avec les années, enfin il y a beaucoup de concepts très éphémères, tu vois, qui sont arrivés, qui sont repartis. Tu penses à quoi? Je sais pas, Chief Happiness Officer par exemple, le dernier. Il y a certainement d'autres exemples qui vont me revenir en tête, mais c'est ce que tu dis, c'est que si tu suis chaque nouvelle tendance, nouvelle ligne et que tu essaies de créer quelque chose par rapport à ça, et je le vois beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, tu vois, qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, on quitte un peu sa ligne directrice pour essayer d'y aller, tu peux pas. Ouais, mais c'est un peu, il y a des buzzwords, ok, il y a du bullshit. Je mets Chief Happiness Officer dedans, mais en fait les tendances, elles sont, même si je disais tout à l'heure que le temps se raccourcit, on est sur des tendances de long terme, et donc une tendance, c'est un problème RH qu'on avait hier, qu'on n'a pas corrigé aujourd'hui, qu'on va retrouver demain. Donc on est sur des choses qui sont très... C'est pour ça qu'on le sort d'ailleurs le cahier de tendance que tous les 2 ans, parce que les choses d'une année sur l'autre, elles évoluent assez peu. Les problématiques de recrutement sont toujours là. Les problématiques de fidélisation sont toujours là. Les problématiques d'engagement ou d'absentéisme sont toujours là. La dynamique de formation des managers, qui sont la plupart du temps pas managers, toujours là. Le fait de ménager les managers, toujours... Enfin bref. C'est fou qu'il y ait des choses aussi ancrées depuis toujours. Alors, depuis, en tout cas, sur 10 ans, quand on regarde les choses sur 10 ans, elles évoluent dans le mauvais sens. Okay. Et de façon régulière, continue, drastique. L'absentéisme, on prend une journée d'absence en moyenne de plus par an. Absentéisme, maladie, etc. Une journée de plus. En fait, on est à 24,5 jours d'absence en moyenne par an et par salarié. C'est énorme. 24,5 jours. Je parle pas des congés, hein. Ouais, bien sûr. 24,5. Et on sait dire, voilà, c'est une de plus par an. Donc en 2030, on aura 30, si on ne fait rien, ou si on fait la même chose qu'aujourd'hui, on sera à 30 jours en 2030. Mais ça s'explique comment? En fait, il y a plein il faudrait rentrer dans l'analyse, mais en gros, il y a des populations qui étaient dégagées, je dirais, de l'absentéisme, ou en tout cas pas forcément directement concernées, avec un très faible absentéisme. Les cadres et les managers, c'est pas exactement la même chose. Il y a 50% des cadres qui sont managers, 50% des cadres qui ne le sont pas, qui sont plutôt des experts, sont de plus en plus concernés par l'absentéisme. Les jeunes n'étaient pas concernés par l'absentéisme, sont de plus en plus concernés par l'absentéisme. Les gens qui étaient absents, donc il y a de plus en plus d'absents. Il y a un salarié sur 2 qui est absent en moyenne par an, ce qui n'était pas le cas avant. Et les gens qui sont absents c'est du polyabsentéisme. Donc on est de plus en plus absents pour différentes raisons. Et il y a aussi, et c'est ça qui explique principalement la statistique qui augmente, tout ce qui est maladie de longue durée, principalement pour des raisons mentales. Donc ça tombe bien, ça tombe bien. Malheureusement, c'est la priorité nationale. Et la santé mentale et l'entreprise, la fonction RH, mais pas que, toute l'entreprise doit s'en saisir, juste pour des raisons business. Le coût pour la société, c'est 3 500 € par an par salarié. C'est énorme. Ouais. Donc ça, c'est l'Institut Sapiens qui évalue ça au niveau global. Toi, t'es une encyclopédie data RH vivante, en fait. Ah bon? Ouais, en fait, je devrais t'avoir à côté de moi quand non, je connais 20 indicateurs et que je ressors toujours. Ouais, c'est important. En fait, c'est un tu préfères, mais qui nous a amené sur plein de discussions. Donc, tu sais quoi, je vais te faire le pour ou contre directement. Vas-y. Parce que comme ça va nous emmener sur d'autres discussions encore. Tu préfères tu préfères ou pour ou contre? Mais ouais, je suis perdu, tu me perturbes. Pour ou contre la Chief Happiness Officer? Ça j'ai compris. Pour ou contre recruter sans CV? Pour. En fait, ça dépend si oui. Ça dépend de quel job, mais pour. Ok. T'es pour ou contre nommer un manager sans expérience managériale? Tu vois, tu me parlais de manager sans formation, tu vois, le dire, on va l'accompagner. Ok. On va pas, en fait, si on nomme quelqu'un à qui on a déjà donné toutes les compétences, en fait, il aurait dû être nommé avant, alors. C'est vrai, cette question est nulle. Non, mais si, en la lisant, je me suis dit non, pas bonne. Pour ou contre une politique, c'est moi qui l'ai écrite, c'est pour ça, celle-là, Nina était pas là, donc c'est moi qui m'en suis occupé. Pour ou contre une politique de congé illimité? Je comprends pas comment ça marche. Non, mais, techniquement, je comprends pas, en fait, je vais dire contre. Ok. Je vais dire contre, mais pourquoi? C'est parce que, en fait, cette histoire de ce que je crois savoir nous vient des États-Unis. Et on a appliqué les congés limités payés, hein. Parce que quand ils sont pas payés, c'est un peu facile, mais payés aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que les congés illimités payés, étaient moins pris et donc, améliorer la performance des collaborateurs, la performance globale. Donc, il y a une forme il y a un effet pour moi très délétère. On n'est pas loin du Chief Happiness Officer, là. Il y a un effet délétère à dire, je vous laisse, la responsabilité de cela, mais vous êtes responsable, hein. Donc voilà, non, il y a des congés, il faut les prendre et basta. Mais bon, si tu l'imbriques dans une politique bien claire, bien définie, de responsabilisation, de trucs, peut-être. Mais donc, est-ce que l'entreprise peut se passer de ses collaborateurs à vie, de tous les collaborateurs?
congés illimités, payés. J'imagine que c'est encadré. Non, je sais pas. Je connais pas beaucoup plus. Et que donc, toi. il y a forcément un cadre, et ce cadre, la finalité de l'entreprise, c'est de développer son chiffre d'affaires et sa rentabilité. C'est ça sa finalité. C'est pas de faire en sorte que les salariés partent en congé. Donc, si ce principe-là doit être forcément nourrir d'une certaine manière la finalité de l'entreprise. Donc, j'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher si on l'applique un peu comme un boubeux, comme je viens faire, qui est de dire, bah ok, tous les salariés partent en congé de façon illimitée. Donc, je suppose qu'il y a un certain nombre de garde-fous, et ces garde-fous font qu'il y a un petit effet délétère quand même, où on se sent encore plus en responsabilité. Donc, s'il faut travailler 24 heures sur 24 ou 17 heures par jour, 6 mois avant et 6 mois après, pour pouvoir partir 6 mois, ça me semble pas être un bon système. Alors ça me fait penser moi j'ai des potes qui veulent absolument prendre leur retraite à 50 ans, tu vois. Et ce que tu me dis m'y fait penser, mais du coup jusqu'à 50 ans ils vont travailler comme des chiens, tu vois, pour se dire qu'à 50 ans ils sont tranquilles. C'est la même chose que ce que tu me dis, c'est-à-dire que tu compactes tout sur un espace-temps qui te réduit toutes tes possibilités pendant X temps pour te dire que potentiellement à un moment donné tu vas kiffer, tu vois. Ouais, c'est dommage, je devrais kiffer avant. Ah bah moi c'est bon. Pour ou contre la semaine de 4 jours? La semaine de 4 jours, quand on est une scale-up qui a levé 100 millions d'euros et qui n'a pas de souci de rentabilité parce que ce qu'elle cherche c'est l'hypercroissance, je comprends que ça soit possible. En fait, de ce qu'on entend de la semaine de 4 jours aujourd'hui, c'est-à-dire la semaine de 4 jours payée 5 mais travailler 6, je suis contre. En revanche, c'est la semaine en 4 jours, ils disent dans ces cas-là. Oui, c'est ça, mais je suis plutôt pour la diminution du temps de travail, ce qui est un petit peu incongru en fait. Alors, c'est parce que t'es venu le premier jour de notre rendez-vous avec un maillot Red Star, je pense, avec à mon avis, avec l'étoile rouge. C'est pour ça. Non, mais je pense que c'est une tendance naturelle et on y reviendra, mais je sais que ça fait bondir tout le monde. Ouais. Tu vas voir le Red Star? T'es venu avec un truc du Red Star quand Tout à fait. T'es fan du Red Star? Ou tu l'as vu juste parce que c'est joli? Non, alors les deux. T'es foot toi ou pas? Je me rappelle plus. Très peu. Très peu. T'es pour ou contre fixer les salaires en toute transparence dans l'entreprise? Bon, déjà, si on pouvait avoir la transparence des règles, la transparence des principes, ça serait déjà très très bien. Je pense que tout ça est un peu de la com au sens péjoratif du terme. Voilà. Tu penses que ça rend les gens malheureux de savoir combien gagnent leurs managers, combien Non, je trouve que c'est très bien pour les entreprises qui réussissent à le faire, mais en fait, au sein de la fonction RH, on a un devoir de confidentialité. La transparence, enfin, il y a une forme de dictature de la transparence. Dire tout à tout le monde, tout le temps, ne me semble pas faire société, si je reprends mon propos introductif. Donc, je dis pas qu'il faut pas aller dans certaines sociétés, c'est tout à fait naturel. J'ai proposé ça chez Parlons RH il y a quelques années, la transparence des salaires. Alors, il se trouve que moi j'étais plutôt partant, mais il se trouve que là c'est mes collaborateurs qui étaient, enfin l'ensemble de l'équipe qui était non. Pas prêt en fait. Il faut être aussi prêt à accepter les différences de salaire. C'est pas une valeur. Enfin, c'est compliqué ce sujet. Moi, c'est marrant. J'ai toujours été dans des boîtes où c'était affiché. Tu vois, parce que c'est des boîtes de cabinets de recrutement où tu sais qu'à tel niveau tu gagnes tant, que pour arriver à tel niveau il faut gagner tant, et que ton variable il est calculé comme ça. Donc tout le monde sait ce que tout le monde gagne. Non, mais quand c'est naturel et culturel, ça me pose aucun souci. Mais il y a pas mal d'entreprises qui disent attention, nous alors là, venez chez nous, on a la transparence des salaires. Oui, après ça doit passer un argument de vente. Ouais, c'est genre si c'est ça ta marque employeur ou l'élément essentiel de ta marque employeur, c'est un peu léger bullshit. Quoi. Ouais. Ok. Est-ce que toi t'as un truc que t'as envie d'évoquer ou me demander ou un sujet que t'as envie d'ouvrir parce qu'on arrive à quasiment 1 heure d'échange là. Non, ça va vite. Ouais, ça va vite. Est-ce que toi t'as envie de parler de quelque chose? Est-ce que moi j'ai toujours une question aussi auprès des professionnels du recrutement, j'aime bien les taquiner. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il n'y ait pas de définition ou de la promesse de la fonction RH unanimement partagée. Et je pense que ça peut lui faire défaut et que notre absence de communication et de pédagogie sur cette dernière, je pense, nous joue des tours. Sur le recrutement, c'est quoi l'indicateur de performance d'un recrutement? Parce que, à ma connaissance, il y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un indicateur qui est un peu l'indicateur que tout le monde partage, si ce n'est le nombre de personnes recrutées et toujours présentes à l'issue de leur période d'essai. Mais en fait, on sait que c'est pas un bon indicateur. Il y a 36,1% des gens qui partent sur la première année, je parle des CDI là. Et ça veut dire que tu inclurais le fait que si la personne réussit sa période d'essai, c'est lié au fait que le recrutement a été bon. Et ce qui est pas nécessairement le cas. Tu peux faire un bon recrutement, un mauvais onboarding et une mauvaise suite. Donc, pour moi, un bon recrutement, ça doit pas être le fait qu'une personne passe ou non sa période d'essai, ou pas seulement, parce que le recruteur, s'il n'a pas le scope complet ou s'il n'est pas imbriqué dans une stratégie globale, n'a pas la maîtrise de la réussite d'une période d'essai. Il a la maîtrise d'évaluer à un instant T un profil, alors plutôt une organisation, et de faire des recommandations au sein de cette organisation pour recruter une bonne personne
de scorecarder cette personne pour être sûr qu'on va aller chercher au bon endroit les bonnes personnes, de la trouver dans un temps imparti, qui a été réfléchi parce qu'il connaît son marché et qui sait qu'un type de profil, je sais pas, tech, ça prend 1 mois et demi pour le recruter, qu'un type de profil X, ça prend. Pour moi, c'est sur ça que doit être évalué un recruteur, sa capacité à challenger son organisation, ses managers. Mais c'est quoi l'indicateur? Ah, c'est une bonne question. Il n'existe pas? Non, pour moi, il n'existe pas. En fait, parce qu'il y a tellement de jobs différents à recruter, il y a tellement de managers différents que tu dois t'adapter. T'as pas la maîtrise sur tout, en fait. Donc, tu peux pas mettre des indicateurs parce que tu peux pas les maîtriser. Alors, il y en a plein des indicateurs, le time to hire, le time to fill. Enfin, t'en as plein des indicateurs, mais je trouve que c'est des jolis mots, souvent, et des jolis chiffres pour faire briller un peu ton travail et montrer que t'as bossé, tu vois, mais qui sont pas des vrais indicateurs. Pour un indicateur, pour moi, c'est quelque chose qui indique, tu vois, qui fait pas qu'un peu renseigner. Et donc, quand tu fais, moi, mon time to hire moyen, je l'ai fait baisser de temps, ouais, ok, mais est-ce que t'étais sur les mêmes jobs? Enfin, pour moi, c'est un peu bullshit, tu vois. Ok, bah voilà, je voulais t'entendre dire non, ça. Non, mais tu t'en penses quoi de ça? Ah non, mais en fait, oui, c'est-à-dire, je pense que c'est, alors, je sais pas si c'est bullshit, mais dans le sens, je pense que c'est important de les avoir, mais ce n'est pas suffisant. Ouais, c'est pas une finalité. Voilà, c'est pas une finalité, mais je pense que c'est bien de pouvoir s'améliorer, etc., dans les différents indicateurs de moyens. Ah non, mais qu'on se trompe pas. Moi, je suis fan de data. Non, tu l'as dit que c'était bullshit. C'est de la merde. Ouais. Non, je suis fan de data, qu'on se trompe pas vraiment. J'aime analyser, j'aime comprendre, mais c'est trop fluctuant. Tu vois, tu peux pas le prendre comme juge de paix. Tu vois, tu peux pas prendre. Et ce que font beaucoup les cabinets de recrutement, ils prennent des KPIs pour des juges de paix. Ouais. C'est pas possible. Non, mais je te rejoins totalement. Mais ça montre bien que la bonne approche en termes de recrutement, c'est une approche transversale, systémique à la fonction RH. Le recrutement ne peut pas faire sans le management, sans l'onboarding, sans la formation. Ouais, et donc, c'est ça qui est particulièrement compliqué aujourd'hui. Et je trouve qu'une des voies d'amélioration de l'ensemble de la performance sociale de l'entreprise, c'est justement d'essayer de désiloter toutes nos petites activités, parce qu'aujourd'hui, on a le recrutement qui recrute. Les managers managent, les formateurs forment, mais en fait, il n'y a plus d'approche transversale véritablement. Et donc, oui, c'est compliqué de casser ces silos pour essayer d'avoir une vision plus systémique et donc plus performante. C'est ça qui rendra, à mon avis, à la fois l'entreprise plus efficace, mais surtout la fonction RH plus stratégique. Si on reprend notre propos introductif, c'est-à-dire que voilà, plus rayonnante, plus magnétique. J'utilise volontairement des qualificatifs. C'est joli, hein. Peu... C'est joli. Je suis déçu parce que j'ai pas réussi à te faire dire. C'était quoi le mot que j'avais pas le droit de dire? Là, t'avais Bretagne, breton, beurre salé. Alors Bretagne, je l'ai là. Tu l'as là. Non, et après il y avait équilibre, entreprise, technologie, expérience, conviction. Tu les as à peu près tous dit, mais j'aurais aimé te faire dire, mais j'ai peut-être pas posé les bonnes questions. Beurre salé. Ça aurait été. J'ai mangé une crêpe ce midi en plus. Ah bah voilà. Pas moi. J'ai mangé un truc qui s'appelle. Attends, je te dirai après. C'est des Sénégalais qui ont monté une crêperie, qui ont fait un mix des deux. Je te jure, ça doit être quelque chose. Qui est quoi? Bouffe du Sénégal et crêpes? Eh ben, des crêpes classiques. Puis après, il y a un mix avec de la farine, de manioc, etc. C'est assez marrant. Écoute, ah non, en fait, je suis pas convaincu, mais après c'est super et j'aime bien l'originalité sur le sujet. Moi, j'aime bien la galette traditionnelle. Ouais. Je suis très réac sur la galette. Dès qu'il y a une galette, supplément tartiflette, steak haché, je sais pas quoi. C'est jambon fromage. Jambon fromage. Voilà. Ma femme, elle prend que ça toujours. Jambon fromage, une petite salade verte. Et ça part. Et puis ça part. Il faut plusieurs occurrences quand même pour se faire plaisir. Merci Thomas. Merci à toi, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Et puis on se revoit bientôt de toute manière. Super. Impec. Ciao. Ciao.